Parcours des mondes existe depuis 18 ans. Au départ, ça portait un autre nom, ça s'appelait Chaos. Et Chaos a perduré pendant 3-4 ans et ensuite a eu certains problèmes financiers et était appelé à disparaître. Et on m'a appelé pour reprendre cette foire pour une raison bien simple, c'est que j'avais un magazine, et je l'ai toujours, qui s'appelle Art Tribal. Tout le monde savait que je suis un passionné de l'art tribal et qu'ayant vendu mes affaires, j'essayais d'assouvir mes passions. Donc j'ai repris cette organisation et je l'ai développée, un peu à la manière dont j'ai développé mes affaires, c'est-à-dire en faire quelque chose d'international en investissant beaucoup d'argent dans cette opération. J'ai été épaulé par certains de mes amis, donc nous avons fait en sorte que Parcours des mondes, puisque nous avons changé de nom, devienne incontournable. Et ce pari a été réussi. Aujourd'hui, Parcours des mondes, déjà depuis quelques années, est le lieu de rencontre du monde entier. Nous avons 65 galeries qui exposent dans le quartier des Beaux-Arts. Et nous avons souhaité faire une formule comme celle-là parce qu'elle est très ludique. Elle permet une promenade et finalement on a ouvert 65 petits musées. Et les gens peuvent rentrer. Il n'y a pas de billet d'entrée. On peut rentrer dans la galerie, les portes sont ouvertes, visiter, interroger, regarder et comparer. Et finalement, c'est ce qui fait son attrait. Quand nous avons repris cette organisation, c'était surtout concentré sur l'art africain, avec un tout petit peu d'art océanien, mais vraiment très peu. Bon, nous avons souhaité, puisqu'on s'appelait déjà le Parcours des mondes, à ouvrir un peu à d'autres horizons. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rajouté l'art asiatique, l'art d'Asie du Sud-Est, et récemment nous avons souhaité rajouter l'archéologie. Pourquoi tout ce monde? On s'appelle Parcours des mondes. Donc on ne voulait pas se concentrer sur un monde qui était l'Afrique ou l'Océanie, on voulait ouvrir au monde entier. Donc maintenant on couvre, je vais dire, le monde entier. Et ce qui est d'ailleurs passionnant, c'est que au départ, on pensait que les gens étaient vraiment monomaniaques et que tout était cloisonné. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des ponts entre chacune de ces civilisations, que ce soit des ponts dans le temps ou dans l'espace. Et en regardant bien, on s'en aperçoit. Les collectionneurs, c'est une race un peu à part. Et j'en sais quelque chose puisque je suis un collectionneur. Alors il y a les collectionneurs raisonnés, les collectionneurs boulimiques. Moi je fais partie de cette deuxième catégorie. Les gens qui collectionnent principalement l'art tribal, généralement aussi font d'autres acquisitions en peinture. Donc tout ça, ça s'inclut dans une démarche intellectuelle. Je sais que beaucoup de collectionneurs ont été influencés par les relations qu'ont eues les grands peintres cubistes ou autres avec l'art africain. Eh bien, c'est une chose que l'on sent, ça. Et à chaque achat, il y a un parallèle qui s'instaure. Donc, c'est ce qu'il y a de passionnant, c'est que les collectionneurs d'art tribal collectionnent d'autres choses. On a fait d'ailleurs une étude et on s'est aperçu, à travers le magazine, que sur 100 collectionneurs, il y en avait 75 qui collectionnaient d'autres choses, pas seulement l'art tribal. Alors d'autres qui sont monomaniaques ne veulent collectionner qu'une région ou un type de masque. On vient de faire un reportage sur une personne qui collectionne des masques Kifwebe, il doit en avoir 200. Bon, personnellement, je trouve ça un peu ennuyeux. Ce qui est beau, c'est la diversité. L'originalité, la recherche qui a abouti à cette pièce, et souvent, je reconnais le parallèle avec de l'art d'aujourd'hui ou d'hier. C'est ça qui me passionne. Je prendrai 2 exemples. Pendant le parcours, j'ai acheté pour très peu d'argent un petit bouclier chinois.
Et en fait, ce bouclier chinois, c'est une peinture de Jasper Jones, un grand peintre américain. J'ai acheté une pièce éthiopienne, qui est un espèce de parchemin, qui m'a fait penser à la prose du Transsibérien de Sonia Delaunay et Sandra. Donc, je pense que c'est ce que recherchent les collectionneurs. Il y a toujours, d'ailleurs, vous regardez maintenant dans les catalogues de vente, ils font toujours un parallèle entre la pièce qui est mise en vente et des tableaux ou des sculptures. Et finalement, je pense que c'est une démarche qui est suivie par beaucoup de collectionneurs, dont moi d'ailleurs. Elle rejoint ce qui est la peinture. Je veux dire, on ne peut pas dissocier la peinture du début du siècle dernier à l'art tribal. C'est pas possible. Et vous prenez n'importe quel livre, vous avez ces parallèles. D'ailleurs, pour les collectionneurs, la Bible, c'est l'exposition de Bill Rubin sur le primitivisme au XXe siècle, qui a été faite à New York en quelle année, 87, ou je ne me souviens plus exactement. Bon, il n'y a que des icônes, et c'est extraordinaire. Finalement, il a mis dans cette exposition et sur papier tout ce que les gens imaginaient avant, pendant et après. Ça a déclenché une vague de collectionneurs. Moi, ça m'a conforté dans ma vision. Donc pour moi, c'était une espèce d'éclairage, même de ma pensée, et de la pensée de beaucoup de collectionneurs. Alors, en contemporain, proprement, non, je ne connais pas. Alors, il y a certains artistes contemporains africains qui ont été influencés par leur art, l'art africain, ancien, et c'est tout à fait logique parce que certains de ces artistes contemporains, finalement, sont les petits-fils, arrière-petits-fils des sculpteurs du 19e et du début du 20e. Donc il y a une logique. Mais je crois que même en Afrique, ils cherchent à se détacher un peu de cette histoire. Mais on retrouve quelquefois, certains artistes, des réminiscences. Moderne, oui. Brancusi, Modigliani, Léger, enfin bon, citer les grands noms de l'autre siècle ou du siècle dernier, vous les avez tous. Ils ont tous, à un moment ou l'autre, soit collectionné, soit ont été influencés par, pas forcément seulement l'Afrique, ça peut être l'Asie, ça peut être aussi, et ça c'est l'exemple des surréalistes, l'Océanie. Quand vous voyez les pièces de Nouvelle-Irlande, vous comprenez les surréalistes. Ça l'a été, même s'il l'a toujours renié. Il l'a renié, mais il avait quand même plusieurs centaines d'objets africains qu'il collectionnait. Donc cherchez l'erreur. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est un rôle de pacificateur, mais c'est malheureusement pas le cas. Je ne peux pas dire non plus qu'il a toujours existé, parce que au départ, c'était pas de l'art. C'était surtout pour invoquer les dieux ou pour se protéger. Il y avait des fonctions. Bon, mais aujourd'hui, ça a été un peu fourvoyé dans ce sens que nous regardons l'esthétisme. Alors, on peut nous expliquer que ça avait telle et telle fonction, mais le masque ou la sculpture qui sont en Occident n'ont jamais été utilisés. Donc, finalement, c'est une espèce de mythe que nous créons nous-mêmes. Mais c'est formidable, ça permet de rêver. Donc moi, je pense que l'art permet de rêver. Moi, je reste des heures devant mes pièces. Je suis un peu un cas, mais c'est vrai qu'en plus, je leur parle aux pièces. Et souvent, elles me répondent. Pour moi, un chef-d'œuvre, c'est quelque chose avec lequel j'ai envie de vivre.